est un don de vie. Mais le précieux élixir devient une ressource rare à l'échelle mondiale. Et les transfusions restent sujettes au risque de contamination. La transfusion est un traitement magnifique qui a sauvé des millions de vies humaines, qui pour autant a été entaché d'un certain nombre de scandales. Autant de raisons pour la communauté scientifique internationale de chercher un moyen de fabriquer du sang artificiel. La recherche explore de multiples pistes. Des vers marins figurent même parmi les solutions prometteuses. Le sang est auréolé d'un certain mysticisme. L'idée de pouvoir en créer in vitro a de quoi séduire. La plage de Saint-Jean-du-Doigt, une commune du Finistère, sur les bords de la Manche. Le biologiste Frank Zahl pense avoir trouvé ici, sur la plage, une solution pour remédier à la demande croissante de produits sanguins. Au centre de ses recherches, les arénicoles, ou vers marins, et leur métabolisme particulier. Ces marées basses, le moment idéal pour partir à la recherche de ces animaux. Ici, en fait, oui, c'est vraiment un endroit magnifique pour y habiter. Et moi, j'ai toujours été intéressé par la biologie marine. Et donc, je m'intéressais à essayer de comprendre comment ces vers respirent entre la marée haute et la marée basse. Et là, c'était vraiment un spot vraiment génial pour travailler en fait sur ces organismes. Les vers sont repérables aux tourbillons qu'ils laissent dans le sable. Il y a une vingtaine d'années, Frank Zahl a cherché à comprendre comment ces animaux parvenaient à respirer aussi bien dans l'eau qu'à l'air libre. La réponse se trouve dans leur sang, plus précisément dans leur hémoglobine, qui s'avère en outre compatible avec tous les groupes sanguins. Bien sûr, en fait, l'hémoglobine de cet animal est intéressante parce que en fait, on sait qu'il manque dans le monde 100 millions de litres de sang. Et ça peut être une solution. En fait, l'hémoglobine qui est présente chez ce ver marin-là peut apporter une partie de la solution. Et donc, avoir en fait de l'hémoglobine qui peut être transfusée à tous les groupes sanguins sur les zones en fait d'urgence peut être complètement révolutionner en fait le domaine de la médecine. Le ver marin, donneur de sang universel au service de l'homme, l'idée peut paraître saugrenue. Et si les vers sont disponibles en quantité, encore faut-il que leur sang soit compatible avec celui de l'homme. Des millions de patients sont en attente d'un substitut sanguin sûr et disponible en quantité suffisante, car le sang se fait rare. Le CHU de Greifswald, en Allemagne, est mis chaque jour au défi de couvrir les besoins en sang de ses patients. Pour ces derniers, une urgence vitale. Andreas Greinacher dirige le service de médecine transfusionnelle. Il prépare les produits sanguins pour les opérations et les traitements. Depuis quelques semaines, un homme atteint d'une grippe sévère est hospitalisé en unité de soins intensifs. Très affaibli physiquement, il a été placé en coma artificiel. La sévérité de la maladie, la durée du traitement intensif reçu et la perte de sang engendrée par les appareils et équipements médicaux expliquent son état. Sa moelle osseuse n'arrive plus à compenser entièrement la perte de sang. Pour que le patient puisse se rétablir, ses tissus ont besoin d'un approvisionnement suffisant en oxygène, d'où la transfusion, afin que ses reins puissent retrouver le plus rapidement possible leur fonction. Ce sont surtout les patients âgés qui sont tributaires des produits sanguins et ne pourraient pas survivre sans un apport de sang supplémentaire. Le volume sanguin chez un adulte est de 4 à 6 litres. Le sang remplit plusieurs fonctions. Il transporte l'oxygène et les nutriments jusqu'aux cellules et évacue vers les organes d'excrétion les déchets comme le gaz carbonique et l'urée. Mais l'élixir de vie a une durée de conservation limitée.
Au frais, les poches de sang peuvent être gardées jusqu'à 42 jours. Ensuite, elles ne peuvent plus être utilisées pour les transfusions. C'est pourquoi le CHU de Greifswald fait parfois face à des pénuries et a déjà été contraint de repousser des interventions chirurgicales, faute de stock. Nous connaissons actuellement un vieillissement de la population. Des maladies qui, il y a 5 ans encore, étaient incurables, peuvent aujourd'hui être traitées avec succès. Et au cours de leur processus de guérison, ces personnes âgées ont besoin de transfusions sanguines pour se rétablir. Si cette évolution se poursuit, les besoins en transfusion chez les seniors ont toutes les chances d'augmenter. Assurer un approvisionnement suffisant en sang devient de plus en plus problématique. C'est pourquoi Andreas Greinacher et ses collègues encouragent chacun à donner son sang. En Allemagne, seulement 3% de la population est donneur régulier. Après examen médical, on prélève sur les bénévoles un demi-litre de sang. Pas assez pour couvrir les besoins d'une population vieillissante. Le problème qui se pose dans les Länder de l'Est, c'est qu'après 1990, la natalité y a reculé de 50%. C'est le changement le plus important en termes de démographie et de structure de population jamais enregistré dans l'histoire allemande. Cela veut dire que dans un avenir proche, les donneurs et le nombre de dons seront divisés par 2. Si le pourcentage de donneurs parmi la population reste identique à ce qu'il est actuellement, il nous manquera donc environ la moitié des poches de sang nécessaires. Un problème d'autant plus préoccupant que les poches de sang récoltées permettent d'obtenir plusieurs produits importants. Le concentré de globules rouges peut, par exemple, compenser une perte de sang pendant une opération. Quant au plasma, liquide jaune riche en protéines, c'est un allié précieux pour la coagulation. Comment garantir à l'avenir l'approvisionnement en produits sanguins vitaux pour les malades et s'assurer de leur sécurité? À la fin des années 80, le scandale du sang contaminé éclabousse plusieurs pays et met à mal la confiance du grand public. Des milliers d'hémophiles et de transfusés sont infectés par des produits sanguins contaminés par le sida et l'hépatite C. À Ulm, Michael Diederich se bat depuis son enfance contre ces deux maladies. Faute de pouvoir suivre une scolarité normale, il n'a pas pu réaliser son rêve, devenir cuisinier. Da war dann auch immer die Frage, wann sagt man es mir? La question pour mes parents était de savoir quand me l'annoncer. Ils l'ont fait lorsque j'ai commencé à en pincer pour une fille. C'était le signal que j'entrais dans la puberté et que je commençais à m'intéresser aux filles. Le moment était donc venu de me le dire. J'avais 12 ans. Bien sûr, ça m'a fait un choc, mais je n'ai pas vraiment réalisé sur le coup. Je savais que c'était une maladie mortelle, mais j'ignorais ce qui s'était passé exactement ou ce qui m'attendait. Ce scandale a entraîné un fort sentiment de défiance chez les gens. À l'époque, j'étais interne et j'ai été témoin de cas de transmission du sida par des produits sanguins contaminés. C'était terrible. Le sida et l'hépatite C ne sont pas les seules maladies avec lesquelles Michael Diederich est condamné à vivre. Depuis sa naissance, il souffre d'hémophilie. Cette maladie affectant la coagulation du sang se traduit par des hémorragies spontanées, en particulier au niveau des articulations et des muscles, et par des saignements abondants des plaies. Le déficit en facteurs de coagulation dans le sang doit être compensé par des transfusions régulières. C'est précisément lors d'une de ces transfusions, dans les années 80, que Michael est infecté par une poche de sang contaminée. Cet accident va bouleverser le cours de sa vie.
impossible pour lui d'exercer un travail régulier. Depuis le milieu des années 90, une fondation apporte un soutien financier aux patients comme Michael. Bénévole au sein de l'association AIDS, il apporte souvent son témoignage dans les écoles. Michael n'est pas un cas isolé. En Allemagne, on estime que 4500 hémophiles ont été contaminés par les virus du sida et de l'hépatite C. En France, environ 3500. De nombreux patients sont décédés de ces maladies ou vivent aujourd'hui avec de graves problèmes de santé. Les premiers problèmes sont apparus quand j'avais 14 ans. C'est à ce moment-là que mon système immunitaire s'est affaibli. Je n'ai vraiment réalisé la gravité de ma maladie qu'après ma deuxième pneumonie, à l'âge de 18 ans. Le médecin est entré dans ma chambre en m'annonçant que si cela continuait ainsi, j'en avais pour 6 mois maximum. C'est là que j'ai pris conscience de la nature de ma maladie. Pour combattre ces maladies, Michael a suivi de nombreux traitements. Il est aujourd'hui parvenu à venir à bout de son hépatite C. Pour son infection par le VIH, en revanche, il doit prendre des médicaments tous les jours. Bonjour. Comment vas-tu? Plutôt bien, sauf mes pieds qui me posent problème. Le traitement de Michael est complété par une séance hebdomadaire de kinésithérapie. Les nombreuses hémorragies liées à son hémophilie ont beaucoup abîmé ses articulations. Malgré tout, Michael envisage l'avenir avec optimisme. Il est en couple et veut des enfants. J'arrive aujourd'hui à gérer mon sida. Cela fait 15 ans environ que je suis sous la limite de détection et mon système immunitaire s'est renforcé. Mais toutes ces années de maladie et les nombreux traitements que j'ai dû subir ont affaibli mon corps, au point que je ne pourrai jamais assumer un emploi permanent. J'ai régulièrement besoin de plages de repos. Condamné à vivre avec son hémophilie, dont il peut seulement contrôler les symptômes, Michael a dû faire le deuil d'une vie trépidante. Les transfusions, en revanche, sont derrière lui. Depuis qu'il existe des facteurs de coagulation fabriqués par génie génétique, je ne prends plus que ces produits-là, parce que j'ai peur d'être de nouveau contaminé. Même s'ils disent que les transfusions sont sûres, je n'ai plus confiance. Une méfiance compréhensible. Mais beaucoup de patients n'ont pas le choix et sont dépendants des transfusions. Pénurie de sang. Risques sanitaires tels que le VIH, la syphilis, l'hépatite B et de nouveaux agents pathogènes. Qui est en charge du contrôle? En Allemagne, l'Institut Paul-Ehrlich est responsable de la sûreté et de l'efficacité des produits sanguins. Rainer Seitz dirige le service d'hématologie. Avec ses collègues, ils exercent un contrôle rigoureux sur les procédures permettant de garantir la sécurité des poches de sang. Les procédures de dépistage se sont considérablement améliorées. On distingue 2 types de tests. D'une part, les tests sérologiques. On recherche soit les anticorps qui se forment dans le sang après une infection virale, soit les composants du virus eux-mêmes en cas d'hépatite B. D'autre part, les tests d'amplification des acides nucléiques, appelés tests TAN, qui marquent une avancée majeure en permettant de détecter le génome du virus. On peut ainsi détecter une infection de façon plus précise et plus précoce.
Les tests donnent de bons résultats et permettent d'exclure en amont les poches contaminées. Selon l'Institut Paul-Ehrlich, on dépiste chaque année en Allemagne environ 100 cas d'infection par le VIH sur les 4,5 millions de dons du sang. Mais le risque zéro n'existe pas. En effet, les tests de dépistage peuvent seulement détecter les infections après un délai compris entre 7 et 21 jours. Les infections plus récentes passent sous les radars. Ce délai est appelé fenêtre sérologique. Une infection très récente donnera donc des résultats de dépistage négatifs, mais se transmettra au receveur du produit sanguin. En Allemagne, le dernier cas à ce jour de contamination du VIH par transfusion sanguine remonte à 2010. Un risque résiduel très faible persistera toujours. C'est la raison pour laquelle nous essayons, aujourd'hui comme hier, de sélectionner en amont des donneurs sains. En Allemagne, les hommes homosexuels sont considérés à risque et ne peuvent pas donner leur sang. En France, l'interdiction a été levée à condition que le dernier rapport homosexuel précédant le don remonte à plus d'1 an. La durée de la contre-indication temporaire varie selon les pays. L'Australie a davantage d'expérience. Au Canada, la contre-indication temporaire est de 5 ans. Et d'après le retour d'expérience, la sécurité des produits sanguins ne s'est pas détériorée. C'est pourquoi Rainer Seitz prône une levée partielle de l'interdiction du don du sang touchant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. HSH en abrégé. Nous sommes parvenus à la conviction qu'une interdiction à vie, comme c'est actuellement encore le cas en Allemagne, n'est plus nécessaire et que l'on pourrait opter pour une contre-indication temporaire d'1 an après le dernier rapport HSH. Si cette levée d'interdiction pourrait permettre de collecter davantage de produits sanguins, elle ne suffira toutefois pas à empêcher la pénurie qui se profile. Le sang artificiel offrirait donc une alternative au don du sang. Mais pour qu'un substitut sanguin soit fonctionnel, encore doit-il pouvoir transporter suffisamment d'oxygène à travers le corps. La moelle osseuse d'un individu en bonne santé produit quotidiennement plusieurs milliards de globules rouges. Des substituts sanguins pourraient-ils remplir les mêmes fonctions? À Zurich, en Suisse, des médecins de l'hôpital universitaire sont en quête depuis quelques années d'une telle panacée. La production de sang artificiel ou de substituts sanguins reste pour Donat Span, anesthésiste, un défi de taille. La difficulté principale réside dans la formidable complexité des globules rouges, appelés aussi érythrocytes. Le corps est pourvu de mécanismes sophistiqués. Les érythrocytes sont des cellules au fonctionnement complexe, spécialisées dans le transport de l'oxygène entre les poumons et les tissus. Vouloir remplacer ces processus complexes par une substance unique est une véritable gageure. Dans le cadre de leurs recherches, Donat Span et ses collègues se sont intéressés à une expérience étonnante. Dans les années 60, des chercheurs américains ont montré qu'une souris pouvait respirer dans un type de liquide particulier. Celui-ci contenait du perfluorocarbure, un gaz transporteur d'oxygène très efficace. À partir de ce gaz, Donat Span et son équipe ont développé une émulsion d'apparence laiteuse. Ce substitut sanguin a été testé avec succès dans le cadre de nombreuses opérations sur l'homme. Mais l'étude finale destinée à délivrer l'autorisation de mise sur le marché a révélé des effets secondaires dangereux, notamment des dysfonctionnements au niveau des intestins. Le problème dans cette étude, qui a effectivement répertorié des complications graves, n'est pas la substance en tant que telle, mais essentiellement un manque de précaution dans la conduite de l'étude, ce qui a engendré les complications décrites. D'autres chercheurs se sont tournés vers le sang de bovin. À partir de l'hémoglobine qui assure le transport de l'oxygène, ils ont mis au point un substitut sanguin. Commercialisé en 2001 en Afrique du Sud seulement, le produit baptisé Hémopur y a été utilisé pendant 10 ans. Mais diverses études ultérieures ont révélé de nombreux effets
L'hémoglobine non modifiée, telle qu'elle existe à l'état naturel dans le plasma, altère de nombreux organes, en endommageant les vaisseaux de façon importante, immédiate et durable. Les reins sont abîmés et de nombreux autres dysfonctionnements apparaissent. L'hémoglobine directement issue du plasma n'est donc pas a priori une bonne idée. On l'a donc modifiée, notamment au niveau de sa composition moléculaire, en pensant que l'on pourrait ainsi contrôler les effets secondaires. Mais diverses études ont montré la persistance d'effets secondaires relativement sévères. Malgré ces revers, Donat Spahn continue de croire en une solution qui passera forcément par une recherche innovante. Retour dans le Finistère, à Morlaix, auprès de Frank Zahl et de son projet prometteur. C'est d'ici que le biologiste entend révolutionner le marché international du sang en utilisant l'hémoglobine des vers marins. Pour développer sa découverte, Frank a choisi d'abandonner la sécurité de son poste de chercheur au CNRS pour fonder en 2007, à quelques kilomètres de la côte, une start-up de biotechnologie baptisée Emarina. Le sang, c'est un problème de santé publique. Il faut savoir que depuis l'affaire du sang contaminé, donc c'est-à-dire dans les années 80, on a perdu 50% des donneurs. On est passé de 2,5 millions de donneurs à environ 1,100 millions de donneurs. Tous les jours, en France, on a besoin de à peu près entre 8 et 10 000 dons sanguins pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Donc ça, c'est un des points. Ensuite, il y a un tas de virus émergents qui arrivent. Donc on a parlé du prion, on a parlé récemment de la maladie du virus Zika qui crée des microencéphalies chez les femmes enceintes. Tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être transmis par la transfusion sanguine. Même si aujourd'hui les dons sanguins, on essaie de les sécuriser au maximum, il y a toujours des virus émergents qui arrivent. Lui et ses collègues ont déjà testé avec succès sur des animaux l'efficacité de leur substitut sanguin. Ils ont vidé des souris et des lapins presque entièrement de leur hémoglobine et ont remplacé celle-ci par Emarina M101, une hémoglobine produite à partir des vers marins. Les animaux de laboratoire ont survécu et n'ont en outre présenté aucune réaction immunitaire de rejet, comme c'est le cas lorsqu'on mélange différents groupes sanguins humains. Emarina M101 semble être un substitut universel. Tous les résultats qu'on a faits sont positifs chez l'animal, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu d'effets secondaires. Chez des animaux en fait, qui répondent en fait, aux questions de la transfusion sanguine. Après, c'est le développement qui va mettre en évidence un effet ou pas secondaire. Aujourd'hui, je dirais qu'on on a eu énormément de résultats positifs sur des animaux de laboratoire. Après, on n'est pas à l'abri d'un effet secondaire potentiel dans la chaîne de développement. Pour exclure progressivement tout risque, Frank Zahl travaille désormais sur les premières applications cliniques. En Allemagne, des chercheurs en quête du sang artificiel ont adopté une toute autre approche. À l'université technique de Dresde, le professeur Thorsten Thon, spécialiste des transfusions, s'intéresse à des patients porteurs de groupes sanguins très particuliers. À l'heure actuelle, des patients dans le monde continuent de mourir, faute de pouvoir être transfusés, parce qu'ils produisent des anticorps contre de très nombreux antigènes de groupes sanguins. Il y a un besoin dans ce domaine. Et si l'on pouvait, on recourrait en tout premier lieu au sang artificiel. Thorsten Thon et son équipe travaillent sur les cellules souches. Objectif des chercheurs, parvenir à produire en laboratoire des globules rouges matures. L'opération est délicate. On commence par prélever des cellules souches contenues dans la moelle osseuse humaine. À partir de celles-ci, on essaie de produire des globules rouges, appelés aussi érythrocytes. Notre approche a consisté à induire la différenciation des cellules souches de moelle osseuse vers la lignée érythrocytaire, puis d'obtenir une maturation complète.
Les érythrocytes possèdent la particularité, en fin de maturation, d'expulser leur noyau. L'objectif était donc d'aller jusqu'au stade terminal de la maturation, puis de générer une lignée cellulaire immortelle. Première étape réussie pour les chercheurs, qui sont parvenus à produire en laboratoire des globules rouges matures. En revanche, Thorsten Thon et ses collègues n'ont pas encore pu démontrer que les globules rouges de synthèse avaient le même comportement que les cellules naturelles. Nous sommes confiants que ces érythrocytes, qui dans leur forme sont en tout point semblables aux érythrocytes matures dont nous sommes tous équipés, sont fonctionnels. Cependant, cela n'a pas encore été vérifié sur des modèles animaux. Parvenir à produire in vitro des érythrocytes par culture cellulaire à partir de cellules souches est un exploit remarquable. Seulement, le rendement de ces cultures cellulaires est à ce jour très loin de valoir celui du corps humain. Les efforts pour produire une poche de sang à partir d'érythrocytes de synthèse sont actuellement totalement disproportionnés par rapport à ceux déployés pour produire une poche de sang ordinaire. Le cap de la rentabilité économique reste à franchir. La production de grandes quantités de sang artificiel à partir de cellules souches est un problème auquel se heurtent tous les chercheurs, car d'autres équipes explorent cette piste. C'est le cas à Bristol, en Angleterre, où la fabrication du sang artificiel a franchi un nouveau pas. Le Blood and Transplant Center, établissement public, est l'une des plus grandes banques de sang au monde. Jusqu'à 3000 poches de sang y transitent par jour. Mais avant de distribuer ce sang dans les hôpitaux du sud de l'Angleterre, on prélève les cellules souches pour la recherche. David Anstey est chercheur. Il travaille depuis de nombreuses années à la production de sang artificiel à partir de cellules souches. Notre grand espoir est d'avoir un produit universel qui puisse être administré à tous les patients. Actuellement, il faut trier très soigneusement le sang en fonction du degré de compatibilité visé. Disposer d'un produit que l'on pourrait administrer sans avoir à vérifier la compatibilité nous faciliterait grandement la vie. Un élixir de vie universel. Mais parvenir à cultiver à partir de cellules souches des globules rouges compatibles avec tous les groupes sanguins n'est pas une mince affaire. Normalement, le groupe sanguin est décisif en cas de transfusion. Le sang du donneur doit être compatible avec celui du receveur. Mélanger le sang de différents groupes sanguins peut entraîner une agglutination qui, dans le cas d'une transfusion sanguine, peut s'avérer fatale pour le patient. C'est pourquoi le sang du groupe O négatif est le plus recherché, car il est toléré par la plupart des individus. Outre ces groupes sanguins très répandus chez nous, il en existe d'autres beaucoup plus rares. Certains ne se rencontrent que chez un individu sur 300 000, une rareté qui accroît la difficulté de trouver des donneurs compatibles et qui pose un vrai problème dans le cas de certaines maladies. Nous nous intéressons notamment à la drépanocytose, qui est une maladie très répandue au Royaume-Uni, avec plus de 15 000 patients. Ces derniers ont besoin de nombreuses transfusions, certains plus que d'autres. Et trouver du sang compatible finit par poser problème. C'est également le cas en France, où les malades sont aussi très nombreux. Les cellules souches sont cultivées pendant plusieurs semaines dans un milieu liquide, où elles vont peu à peu se transformer en globules rouges matures.
Une fois la maturation achevée, on les filtre et on les lave. Après un passage en centrifugeuse, on récupère des globules rouges prêts à l'emploi. Il faut 30 litres de liquide pour obtenir 5 millilitres du précieux élixir. Beaucoup de travail et d'effort pour quelques gouttes. Le gros défi est de passer à la vitesse supérieure. Faire en sorte que le rendement en laboratoire soit aussi efficace que celui de la moelle osseuse. Nous en sommes encore loin. La moelle osseuse produit 2 millions de globules rouges à la seconde. Elle fabrique en quelques heures ce que nous mettons 3 semaines à obtenir en labo. Il y a encore du boulot. Avec ces petites quantités de sang artificiel, les chercheurs peuvent malgré tout procéder à des tests importants. Contrairement à leurs collègues de Dresde, David Ensti et son équipe ont déjà obtenu des résultats concluants en transfusant des souris. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont prévus pour 2017. L'un de nos objectifs est de transfuser ces globules rouges de culture chez des volontaires, puis de comparer leur durée de vie avec celle du sang naturel. Nous espérons que nos cellules, si tant est que nous les ayons produites correctement, vivront plus longtemps. Ce serait un avantage pour les patients qui ont besoin de transfusions répétées, car cela pourrait réduire la fréquence des transfusions. Sa durée de conservation plus longue est un autre avantage. Mais le chemin est encore long jusqu'à ce que le sang artificiel puisse être utilisé sans risque sur les patients et produit à une échelle industrielle. En Bretagne, on est passé à l'étape supérieure en matière de production. Cela fait longtemps que Frank Zahl ne va plus récolter ses vers marins sur la plage. Les animaux à l'hémoglobine miracle sont désormais élevés dans une ferme aux Pays-Bas, puis expédiés congelés au laboratoire breton, où ils sont transformés. Pour s'assurer de ne pas contaminer le sang des animaux marins, les chercheurs travaillent en milieu stérile. L'hémoglobine est filtrée dans une salle blanche réfrigérée. Et donc là, ils sont à l'étape de la clarif. Ouais, donc la clarification là, est presque finie. Ils sont en train de faire le rinçage. Ouais. Il y a eu un peu de pression. Là. Bon, c'est bien passé. Et vous n'avez pas été obligé de changer les filtres? Non. Là, il est un peu surdimensionné le film, donc normalement, on ne fera rien. Le processus de production d'un lot dure environ une semaine. Ici, pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a une pollution en fait, dans le produit, on peut avoir en fait, une contamination microbienne. Et donc, ce qui veut dire, c'est que en fait, je sais pas, les vingtaines ou trentaines de litres que l'on peut avoir de produits là, s'ils sont contaminés, on ne pourra pas s'en servir, donc on sera obligé de les détruire. Donc, l'intérêt de travailler dans un environnement confiné, c'est vraiment de maîtriser le risque microbien autour du produit. Objectif à terme, produire à partir de l'hémoglobine des vers marins un substitut sanguin pouvant être transfusé à l'homme. Sa compatibilité avec tous les groupes sanguins fournirait au produit un avantage de taille. Mais d'ici là, poursuivre la recherche s'avère nécessaire. En attendant, plusieurs applications médicales sont en cours de développement. Frank Zahl et son équipe ont ainsi mis au point un produit permettant de mieux conserver les organes destinés à être greffés, notamment les reins. Le produit est actuellement en phase d'essai clinique sur l'homme.
Chirurgiens qui ont utilisé notre produit sur des modèles animaux dans un premier temps et aujourd'hui c'est passé sur l'homme, en fait on dit que 1 heure après la transplantation de ce greffon chez un animal, en l'occurrence là, en fait il y avait émission d'urine. Donc le rein refonctionnait extrêmement rapidement. Alors qu'aujourd'hui, souvent, on est obligé de mettre en fait les personnes en dialyse en attendant que le rein refonctionne. Donc aujourd'hui, cette molécule permet de donner de l'oxygène à des tissus en attente de conservation. L'innovation est prometteuse. Reste toutefois à convaincre les spécialistes et les autorités délivrant l'autorisation de mise sur le marché. Franck a bon espoir. Les premières transplantations d'organes réalisées à l'aide de son invention viennent d'être validées. Plusieurs centres de transplantation participent à cette étude clinique. Parmi eux, l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le professeur Benoît Barou, président de la Société francophone de transplantation et coordonnateur chirurgical de l'essai, est un spécialiste de la transplantation rénale. Parmi les transplantations, les greffes rénales sont les plus fréquentes. Rien qu'en France, plus de 3200 patients ont reçu un nouveau rein en 2014. Depuis quelques années, l'organe peut être prélevé sur un donneur vivant à l'aide d'un robot chirurgical, ce qui permet de réduire les suites post-opératoires et de garantir une cicatrisation plus rapide. Une transplantation reste malgré tout une intervention délicate. Et donc, l'organe va s'abîmer au cours de ce processus. Plus on attend, et plus la fonction va être imparfaite. Donc effectivement, c'est une course contre la montre permanente. Notamment, il va lui manquer des tas de choses, il va lui manquer des nutriments, de quoi s'alimenter, il va lui manquer de l'oxygène. Et donc le métabolisme de la cellule, c'est-à-dire la façon dont elle fonctionne, va être complètement perturbé, modifié, jusqu'à un point de non-retour. Donc c'est vraiment une course contre la montre, il faut aller le plus vite possible. Le produit développé à partir du ver marin est un précieux allié dans cette course contre la montre. Utilisé comme additif, il permet une meilleure oxygénation et donc une meilleure conservation des greffons. Quand on est sûr de pouvoir l'utiliser, on le sort, on le laisse décongeler à température ambiante, 1 heure, 1 heure et demie. Et puis on viendra avec ce petit flacon de transfert, le connecter à la solution de préservation, qui d'habitude est transparente. Et c'est l'hémoglobine M101 qui va le colorer en rouge. Alors, tu as mis dans quel sens? Dans le cadre de l'étude clinique, Benoît Barou a d'abord testé l'hémoglobine M101 sur des greffons issus de donneurs décédés. Ici, le donneur est vivant. La solution de préservation, constituée d'eau et de sel, ne contient pas l'additif et est donc transparente. L'hémoglobine M101 apporte un vrai plus, notamment grâce à son incroyable pouvoir oxygénant. Et il est capable de le faire parce qu'il a une hémoglobine qui est très particulière, qui est capable de charger 156 molécules d'oxygène quand nous on en charge 4 avec notre hémoglobine humaine, et qui fonctionne à 4 degrés jusqu'à 37 degrés. Donc ça a paru très adapté à la préservation d'organes. Lors d'une greffe d'organes, chaque seconde compte. L'état de l'organe va dépendre du délai entre le prélèvement sur le donneur et la transplantation sur le receveur. Dans le cas d'une greffe de cœur, ce délai ne doit pas excéder 4 heures. Avec les reins qui ont une durée de conservation plus longue, l'urgence est moindre. Le délai entre le prélèvement et la transplantation peut aller jusqu'à 48 heures. Aujourd'hui, Benoît Barou a prélevé un organe sur un donneur vivant. Un cas plutôt rare, puisque la plupart des greffons proviennent de donneurs décédés. Les organes viennent souvent de loin, après un long transport. Le bénéfice de l'hémoglobine M101 a déjà été validé sur des animaux. On a pu montrer de façon convaincante que l'apport de M101 dans la solution de préservation, donc le fait d'ajouter un transporteur d'oxygène dans la solution de préservation habituelle, a amélioré les résultats. Donc l'étape d'après, c'est de passer chez l'homme. Alors la première étape chez l'homme, c'est de faire ce qu'on appelle une étude de sécurité, c'est ça que nous allons faire. Le but n'est pas de prouver qu'on est efficace pour le moment, le but est de prouver qu'on n'est pas délétère, qu'on n'est pas toxique et qu'on n'entraîne pas d'effets secondaires chez l'homme. L'étude, qui vise à évaluer l'efficacité de l'hémoglobine M101 dans la préservation des greffons rénaux,
inclut 60 patients. Objectif pour la start-up bretonne, développer l'utilisation de son produit en milieu hospitalier. Benoît Barou juge les premiers résultats encourageants. Mais si l'hémoglobine du ver marin pourrait révolutionner la transplantation, reste à savoir si elle pourra pallier la pénurie de sang. Alors vert c'est l'artère, bleu c'est la veine. La transfusion est un traitement magnifique qui a sauvé des millions de vies humaines, qui pour autant a été entaché d'un certain nombre de scandales avec des problèmes infectieux. On aurait, et puis on manque de sang comme toujours, donc on aurait quelque chose qui nous permettrait de ne pas utiliser de sang, ce serait merveilleux, c'est un rêve depuis longtemps. L'utilisation de l'hémoglobine du ver marin dans le domaine de la transfusion demeure problématique. En principe, toutes les protéines qui ne proviennent pas de l'organisme humain sont considérées comme étrangères par notre système immunitaire qui réagit en produisant des anticorps. C'est pourquoi on ne pourra probablement administrer ces substances que de manière ponctuelle, dans le cadre d'une urgence suite à un accident, ou bien dans un contexte militaire. En revanche, ces substances ne seront pas appropriées pour traiter à long terme des patients ayant besoin de transfusions sanguines répétées, que ce soit dans le cadre d'une chimiothérapie ou de troubles de l'hématopoïèse. Frank Zahl se montre plus confiant. Le biologiste a pu apporter la preuve que l'hémoglobine du ver marin, identique à 95% à celle de l'homme, ne provoquait aucune réaction immunitaire sur des modèles animaux. Je suis convaincu qu'on va y arriver, donc je me bats pour arriver et amener ce produit à des patients. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce produit-là, c'est plus un rêve. Il est déjà en fait dans des blocs opératoires pour soigner les patients en attente de greffe rénale. Donc on a déjà fait un pas, c'est-à-dire qu'on est parti de la découverte jusqu'au bloc opératoire des patients. Donc vous imaginez tout le chemin. Et pour moi, c'est déjà une vie sauvée, ça sera déjà une victoire. Frank Zahl doit encore faire face à la partie la plus difficile, les essais cliniques sur l'homme, et affronter la concurrence. Le marché français du sang aiguise en effet les appétits. Quoi qu'il en soit, le sang artificiel n'est de toute façon pas pour demain. Et en attendant, des alternatives doivent être trouvées. Retour en Suisse. À l'hôpital universitaire de Zurich, on pense justement pouvoir pallier la pénurie du sang sans passer par un substitut. Comme d'autres, l'anesthésiste Donat Span critique le gaspillage de produits sanguins et pointe aussi du doigt les risques pour la santé, parfois fatals, qu'une utilisation abusive peut engendrer. Il y a 10 ou 20 ans, on acceptait tout simplement que de nombreuses opérations se soldent par des pertes de sang considérables. Si le patient perdait des litres de sang, on compensait par une transfusion. Ça ne posait aucun problème. C'était comme ça, un point c'est tout. Le débat sur le lien de causalité entre transfusion et effets délétères reste ouvert. Une certitude en revanche, on ne devrait procéder à des transfusions qu'en cas d'absolue nécessité, car chaque transfusion est en soi une petite transplantation consistant à introduire un corps étranger dans l'organisme. Bonjour, tout est prêt? Afin d'économiser des poches de sang lors des opérations, Donat Span prépare ses patients. Au programme notamment, l'administration de préparations à base de fer afin d'améliorer, si nécessaire, les taux sanguins. 30% environ des patients qui arrivent dans le cadre d'une opération programmée souffrent d'anémie. C'est comme lorsqu'on organise un voyage. Imaginez deux personnes voulant traverser le désert en voiture. L'une avec un réservoir à moitié vide, l'autre avec un réservoir plein. Laquelle, selon vous, a de meilleures chances d'arriver saine et sauve? Évidemment, pas celle qui est partie avec le réservoir à moitié vide. C'est la même chose avec un patient qui arrive avec le réservoir à moitié vide, c'est-à-dire anémique. Il aura probablement besoin d'une transfusion de sang, car son réservoir sera vite à sec.
Le travail de préparation en amont nécessite une logistique importante. Donat Span et son équipe doivent examiner les patients entre 2 et 4 semaines avant l'intervention, pour éventuellement mettre en place un traitement contre l'anémie. Aujourd'hui, l'équipe effectue un pontage coronarien. Il y a quelques années, une perte de sang de l'ordre de 2 litres était courante dans ce genre d'intervention, et les transfusions sanguines inévitables. Aujourd'hui, un nouveau concept doit permettre d'éviter le recours aux transfusions pendant l'intervention. Patient Blood Management, gestion du sang pour le patient. Tel est le nom de cette approche mise au point il y a quelques années par un collectif international de médecins. Elle est adoptée par un nombre croissant d'hôpitaux en Europe, en Amérique et en Australie, avec le même but, économiser les produits sanguins. Pour minimiser les pertes de sang pendant l'intervention, l'équipe chirurgicale surveille en permanence la coagulation afin de l'optimiser si besoin. Bien, nous avons des résultats tout à fait normaux sur le premier test qui prend en compte les plaquettes. Maintenant, on inhibe celle-ci et on procède au second test, le FIPTEM, qui lui aussi s'avère normal. Bon, nous avons donc une coagulation normale et tout à fait satisfaisante. Il n'y a par conséquent rien à faire pour le moment, seulement surveiller comment les choses évoluent au cours de l'opération. Il y a 10-15 ans, on pratiquait l'anesthésie de façon complètement différente, sans prêter grande attention à la perte de sang. On ne se posait pas non plus beaucoup de questions sur la coagulation. Je me souviens, à l'époque, on injectait aux patients de grandes quantités de liquide de remplissage, le volume sanguin de la machine cœur-poumon étant très important. Cela entraînait une dilution extrême, qui rendait les transfusions sanguines inévitables. La machine cœur-poumon reste indispensable en cas de pontage coronarien. Mais pour gérer au mieux les ressources sanguines, on a optimisé son utilisation. On a rapproché la machine de la table d'opération afin de raccourcir la distance entre le patient, les tuyaux et l'appareil. Le récipient collecteur de la machine, dans lequel le sang passe, est désormais beaucoup plus petit qu'il y a quelques années. L'objectif est de diminuer le volume de sang circulant en dehors du corps du patient, et donc de diminuer les besoins en transfusion sanguine. Le volume qui circule entre le patient, les canules qui collectent le sang, les réservoirs de la machine cœur-poumon et les canules qui réinjectent le sang au patient déterminent le degré d'hémodilution. Plus ce volume est important, plus le degré d'hémodilution du patient est élevé et plus on aura besoin d'une transfusion sanguine. À l'inverse, moins ce volume est important et moins on en aura besoin. Lorsque la machine cœur-poumon a accompli son travail et que le cœur bat de nouveau tout seul, on récupère le sang qui se trouve encore dans la machine. La technique du Cell Saver permet de réinjecter au patient son sang après l'avoir lavé. Une autre mesure qui s'inscrit dans le programme de gestion du sang pour le patient. Le pontage coronarien s'est bien passé. Le patient n'a perdu qu'un demi-litre de sang environ. Donat est satisfait. Ce patient est un homme robuste. Son volume sanguin est d'environ 6 litres et il ne souffre pas d'anémie. Il est donc arrivé avec une très grande quantité de globules rouges. Nous étions certains que l'intervention se déroulerait sans transfusion. Il aurait fallu qu'il perde de l'ordre de 4 litres de sang pour que nous envisagions la transfusion. Grâce au programme de gestion du sang pour le patient,
les médecins de l'hôpital universitaire de Zurich ont pu diviser leur consommation de sang de moitié environ en l'espace de 4 ans. Malgré cette meilleure gestion des ressources, le don de sang reste vital, car faute de substituts équivalents sur le marché, le sang est indispensable en cas d'urgence et pour nombre d'opérations et de traitements. Comment envisager le futur? C'est vraiment une très très bonne question. Et pour moi, en fait, le sang, la transfusion sanguine, le sang, ça doit être une décision politique. C'est-à-dire qu'on a tous du sang. On a tous du sang, on aura tous besoin d'un jour d'une transfusion sanguine. Mais ça dépasse les frontières. C'est pas uniquement la France, c'est pas uniquement l'Allemagne, c'est pas uniquement la Belgique ou l'Angleterre. C'est quelque chose qui devrait être universel. Et à mon sens, là, il y a un projet européen qui pourrait être mis en place, un consortium européen qui travaille sur ce problème-là. Dans un contexte où les besoins en sang sont amenés à augmenter, notamment en raison du vieillissement de la population, la recherche est mise au défi de trouver de nouvelles solutions. Je suis persuadé qu'une solution finira par voir le jour, en tout cas en ce qui concerne des indications thérapeutiques spécifiques et ponctuelles. Quant à savoir si l'on trouvera un produit pouvant assurer systématiquement le transport de l'oxygène de façon fiable et sans effet secondaire, l'avenir nous le dira. En tout cas, je l'espère, mais cela prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Pour remédier à la pénurie de sang dans le monde, la recherche devra continuer à s'appuyer sur des chercheurs et des médecins engagés dans des approches innovantes et sûres.